Salut à tous, c'est Napoléorc et je suis très heureux de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo analyse et prédiction. Ça fait 2 semaines, grâce à l'ARES et au PFL, qu'on est sur une très bonne lancée. On est à plus de 80% de réussite. On va essayer de continuer et de viser cet objectif pour cette semaine, mais je vais pas vous mentir, ça risque d'être très compliqué. Ce week-end, c'est le dernier pay-per-view de l'année, UFC 310 qui se déroule à Las Vegas, et cette carte dispose de beaucoup de très beaux combats, mais des combats qui, à mes yeux, peuvent aussi être totalement pièges. Donc faites attention, on a 14 combats à débriefer aujourd'hui. On va pas perdre plus de temps, je veux pas que la vidéo prenne trop longtemps. On y va tout de suite. Et du coup, UFC 310, est-ce que vous êtes prêts? On commence tout de suite par le combat de Kennedy Njoku contre Luca Breschi. Ce combat d'ouverture, combat poids lourd, ça peut être un combat extrêmement intéressant. On a deux strikers, deux gros strikers puissants, techniques et violents. Il va pas falloir cligner des yeux, ça peut aller très vite. D'un côté, Kennedy Njoku, c'est un striker très puissant. Il est capable d'infliger des KO monstrueux avec ses poings. Pour sa taille, il se déplace très bien. Sa vitesse de déplacement, sa puissance et son allonge qui est tout simplement immense lui donnent très souvent l'avantage. Et il est, je pense, dangereux pour à peu près toutes les personnes dans la division. Face à lui, il va avoir Lucas Breschi. Lucas Breschi, je le considère plus comme un striker technique. Il est assez bon, assez polyvalent, c'est-à-dire qu'il va aussi bien envoyer les poings que les jambes, plutôt assez agile pour un poids lourd, mais je pense qu'il a quand même pas mal de lacunes en défense. Il se fait beaucoup toucher, dont des fois assez violemment, et je suis pas sûr qu'on puisse se permettre ça avec Kennedy. Je vais pas épiloguer longtemps, je pense pas que Lucas ait beaucoup de chance dans ce combat. Je vois une victoire de Kennedy, je vois une victoire violente de Kennedy. Donc je pars sur un KO de Kennedy avant la fin. Je pense sûrement même dans les 2 premiers rounds. Et on va passer tout de suite au combat suivant. Pour ce combat, choc générationnel, on va avoir Clay Guida contre Chase Hooper. Chase Hooper, c'est le petit prodige du jiu-jitsu brésilien. C'est un très jeune combattant, 25 ans, qui a une marge de progression extraordinaire. Il a beaucoup de progrès à faire en striking, mais pour ce qui est du sol, une fois qu'il arrive à emmener son adversaire au sol, il est sur son terrain. Il a une gestion de la pression, du contrôle et une recherche de la soumission qui font que c'est très sûrement un des plus dangereux de la division au sol. Il a encore beaucoup de preuves à faire, mais il a un potentiel qui est juste extraordinaire. On l'a déjà vu faire beaucoup de soumissions, surtout dans Jiu-Jitsu, mais je pense que ça va très bien se transposer en MMA. Face à lui, pas un adversaire à prendre à la légère. Clay Guida, 42 ans, une tonne d'expérience. C'est un lutteur qui met une pression de tous les instants. Il a beaucoup d'intelligence, beaucoup d'expérience, beaucoup de cardio, ce qui en fait une personne très dangereuse. Malheureusement, comme tous les lutteurs qui mettent une pression énorme pendant tout le combat, l'âge commence à se faire sentir. C'est de plus en plus compliqué pour lui de continuer à mettre cette pression constante, même si on a vu dans ses dernières sorties qu'il était quand même en forme. Pour ce combat, à mes yeux, c'est un petit peu comme le premier. J'ai beaucoup de mal à voir Clay Guida réussir à vaincre Chase Hooper, et je pense que c'est un combat que l'UFC donne à Hooper dans le but de le faire progresser. Donc l'UFC espère que Hooper va vaincre Guida, et très clairement, je le vois encore une fois finir le combat avant d'aller voir les juges. Donc je dirais une victoire par soumission de Chase Hooper.
Et on va passer au combat suivant. Pour ce combat, duel de vétérans, choc de styles extrêmement différents. On va avoir d'un côté Michael Chiesa qui est un grappleur qui met une pression de tous les instants. Il utilise son cardio et sa lutte pour contrôler le combat et gagner les rounds. Il peut gagner par soumission, on l'a vu en mettre beaucoup, mais je trouve que là où il excelle, c'est vraiment pour grappiller les rounds en contrôle. Face à lui, aussi expérimenté, mais dans un style totalement différent, Max Griffin. C'est simple, Max Griffin, c'est un striker qui est capable d'envoyer des frappes aussi précises que nettes. Il est extrêmement dangereux debout. C'est un combat qui est un petit peu compliqué à pronostiquer parce qu'il peut aller dans les deux côtés. La question c'est est-ce que Chiesa va réussir à mettre la main sur Griffin avant que Griffin le mette KO. C'est le duel lutteur contre striker qu'on connaît parce que c'est vraiment les deux archétypes des genres. Pour être tout à fait franc avec vous, pour moi c'est un combat qui c'est quasiment un coin flip, c'est-à-dire qu'il y a 50% de chances que Michael Chiesa gagne, il y a 50% que Max Griffin gagne. Donc très compliqué à dire. On a vu dans les combats de Max Griffin qu'il a une bonne défense de takedown. Je vais me baser là-dessus. Je dois choisir un vainqueur entre les deux, mais encore une fois, ça fait partie des combats où pour moi c'est du 50-50. Donc pas facile de pronostiquer le vainqueur. Je vais aller du côté de Max Griffin. Victoire sûrement à la décision de Max Griffin. Deux vétérans, ils vont pas prendre trop de risques. J'imagine que Griffin va réussir à faire assez de dégâts debout pour compenser un possible contrôle au sol. On verra bien. Combat où j'ai très peu de confiance sur mon choix. Et on va passer au combat suivant. Combat entre Cody Durden et Joshua Van. Cody Durden, ça va être un grappleur extrêmement compétent. Cody Durden, c'est un grappleur qui est très compétent. Il va utiliser son cardio et sa lutte pour garder le contrôle au sol. Je le trouve pas très létal. Je pense pas qu'il soit en mesure de mettre KO son adversaire debout. Je suis pas sûr qu'il soit en mesure de finir son adversaire. Le but du jeu pour lui, entre guillemets, ce soir, ça va être de contrôler son adversaire pour grappiller les rounds et gagner à la décision. Face à lui, Joshua Van, c'est un striker de Myanmar très typé Muay Thai. C'est le genre de striker que j'adore. Très bon coude, très bon genou, très dangereux debout, très bon déplacement. Il peut connecter presque à tout moment. Combat difficile à pronostiquer. Encore une fois, je suis assez peu sûr de mon choix dans ce combat. Ça reste du 50-50. J'ai envie d'aller du côté de l'américain, Cody Durden. Je pense qu'il a les armes nécessaires pour résister à Joshua Van qui va avoir un gros déficit de taille dans ce combat. Et pour le striker, avoir le déficit de taille face à un bon lutteur, ça risque d'être compliqué. De toute façon, pour moi, ce combat, il est simple. Soit Cody Durden va réussir à contrôler plus ou moins le fight, soit il va prendre un KO monstrueux. Donc, encore une fois, c'est un choix compliqué. Je dois en choisir un des deux. Pour ce combat, mon pronostic va aller du côté de l'américain Cody Durden. Je le vois gagner ce combat probablement à la décision. Et on va passer au combat suivant. Encore un combat de vétérans. Chris Weidman contre Eric Anders. Chris Weidman, c'est un combattant qui est très complet. En théorie, c'est un très bon grappleur qui a un très bon contrôle, de très bons takedowns. Mais on l'a vu dans ses derniers combats qu'il n'hésitait pas à échanger debout,
avec l'aide de quelques époques. Weidman, il a une expérience qui est monstrueuse. Il a affronté beaucoup de très gros noms de l'UFC et il a un fight IQ qui n'est plus du tout à démontrer. Face à lui, Eric Anders, un vétéran aussi, un petit peu moins âgé, a aussi beaucoup d'expérience. Au niveau du style, totalement l'opposé. C'est plutôt un striker puissant, bien qu'on ait vu qu'au sol il soit pas du tout mauvais. Une grosse opposition de style dans ce combat. Combat difficile à pronostiquer. Au vu des derniers affrontements respectifs, je vais aller du côté de Weidman. Les 2 derniers combats de Weidman m'ont quand même vachement étonné. Je l'imaginais pas encore aussi bien, malgré, je tiens à dire, les nombreux époques. Je pense qu'il a les armes pour battre Eric Anders, à condition de plus utiliser la lutte. Anders est vraiment monstrueux debout. Il faudrait pas qu'il pense que ça soit une bonne idée de vouloir trop échanger debout et d'aller à la bagarre. Pour ce combat, je vais pronostiquer une victoire de Chris Weidman à la décision. Et on va passer au combat suivant, un combat qui est beaucoup plus intéressant. Dans ce combat, on va avoir le droit à Randy Brown qui affronte Bryan Battle. Randy Brown, très bon combattant jamaïcain, très expérimenté qui a combattu contre énormément de grands noms. Il est surtout connu pour son striking, mais il ne faut absolument pas sous-estimer sa lutte et son sol. Ça va être un combattant agressif qui va vraiment gérer son allonge pour réussir à placer des coups secs, précis et efficaces. Face à lui, Bryan Battle. Bryan Battle, je pense que les Français s'en rappellent à l'UFC Paris avec sa victoire sur Kevin Jousset. C'est un striker qui a montré sa capacité à finir les combattants, qui a montré qu'il était très résistant et qu'il avait un bon niveau debout. Pour moi, ce combat, c'est assez simple. Si Battle arrive à imposer son rythme et à mettre une pression constante, il a toutes les armes pour remporter ce combat. Par contre, s'il ne met pas cette pression constante, l'allonge de Randy Brown fera que ça va être très dangereux pour Bryan Battle de rentrer. Dans l'opposition entre les deux, pour moi, je vois un avantage à Bryan Battle, qui est sur une très bonne lancée et qui, à mon avis, a toutes les armes pour mettre KO Randy Brown. Mais il doit vraiment se méfier de cette allonge et il va falloir qu'il mette une pression réellement constante. Ce qui me rassure, c'est que c'est vraiment dans le caractère de Bryan Battle de faire ça. Pour ce combat, je pronostique une victoire par finish de Bryan Battle, sûrement un KO dans les 2 derniers rounds, donc 2e ou 3e round. Et on passe tout de suite au combat suivant. Ce combat, que dire, c'est une honte qu'il soit placé en carte préliminaire. Je pense très franchement que l'UFC 1 a envie de mettre des beaux combats sur la carte préliminaire pour que les gens s'abonnent à l'UFC Fight Pass. Mais c'est aussi qu'ils veulent pas mettre en avant Movsar Evloev. Je peux entendre, c'est vrai que Movsar Evloev est un combattant un peu ennuyeux, c'est-à-dire que c'est un énorme lutteur. Il a une lutte qui est juste incroyable. Il a un contrôle au sol qui est juste incroyable. Malheureusement, il a aucune létalité. Il mettra pas KO debout son adversaire. Il ne mettra pas son adversaire. Il va juste gagner les rounds avec beaucoup de contrôle, aller à la décision et repartir avec une victoire sur décision. C'est ce qu'il fait dans quasiment tous ses combats. Et malheureusement, je comprends l'UFC en tant que business qui doit vendre des pay-per-view n'ait pas trop envie de le mettre en avant. Cela dit, d'un autre côté, il est 3e de la division. Il mérite, et à mes yeux, c'est très sûrement celui qui mérite le plus d'avoir le prochain title shot. C'est vraiment son absence de létalité qui font que c'est compliqué pour lui. Sa lutte,
sa gestion des contrôles, son cardio, ses défenses, il est vraiment incroyable. S'il pouvait rajouter un aspect soumission ou un aspect KO à son jeu, ça serait tout de suite un combattant beaucoup plus excitant. Aujourd'hui, c'est compliqué. Malheureusement pour l'UFC, mais heureusement pour lui, il domine tous ses adversaires. Samedi soir, il va affronter Aljamain Sterling. Aljamain Sterling, c'est un combattant que j'adore. Depuis longtemps, je suis sa carrière et c'est un des combattants que j'aime le plus au niveau de son style, au niveau de sa personnalité. Malheureusement pour lui, je pense qu'il a souffert d'avoir gagné la ceinture sur un imbroglio où il s'est pris un coup de genou à la tête, où il a fait semblant d'être extrêmement blessé, il a gagné la ceinture comme ça. Je pense que ça lui a fait beaucoup de mal au final dans sa carrière, mais enfin bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Sterling, c'est un grappleur d'élite. Il est très bon en striking, mais là où il excelle, ça va vraiment être dans sa lutte, dans ses transitions et dans le sol. C'est vraiment quelqu'un qui va être dangereux à tout moment. Et on a vu qu'il a quand même une certaine puissance dans les points. Pour moi, dans ce combat, Evloev a largement l'avantage. Mais Sterling est pas du tout quelqu'un à prendre à la légère. Je pense même que dans la division, s'il y a quelques combattants qui peuvent vraiment poser problème, voire faire tomber Evloev, Sterling en fait sûrement partie. Dans ce combat, je vais très clairement aller vers une victoire à la décision de Evloev, mais attention, pour moi ça va être du 65-35 à peu près. Evloev a tout ce qu'il faut pour gagner, mais Sterling ne va pas s'avouer vaincu, et je le vois bien tester de mettre un gros KO en fin de combat, voire tester des soumissions un petit peu improbables pour retourner la situation. Je vais aller du côté de Movsar, très clairement, mais quand même avec une petite pointe de doute, parce qu'on sait jamais de quoi Sterling est capable, et j'avoue que ça m'embête un peu de pronostiquer contre lui. On passe au combat suivant. Pour ce combat, on va avoir Vicente Luque qui affronte Themba Gorimbo. Vicente Luque, il s'est un peu fait avoir sur cette carte. Il devait affronter, je crois que c'était Nate Diaz, ou alors c'était Nick. Il devait affronter un des deux Fer Diaz, j'ai plus en tête lequel. Combat qui aurait, à mon avis, été beaucoup plus facile que celui qui va avoir ce week-end. Vicente Luque, c'est un striker qui a énormément d'expérience. Il a affronté les plus grands au plus haut niveau et il est vraiment rodé à l'UFC. Face à lui, Themba Gorimbo est beaucoup plus à l'aise sur tout ce qui est lutte, grappling, mais il faut pas le sous-estimer en striking. Il est très bon pour annuler les forces de ses adversaires et on va dire les faire déjouer sur leur terrain. Pour moi, dans ce combat, c'est simple. Soit Vicente Luque va réussir à imposer son rythme en tant que striker et défendre les takedowns que Themba Gorimbo va tenter, soit Themba va réussir à mettre la main sur Luque. C'est un combat en 3 rounds, ça peut aller très vite. Pour moi, ce combat est très agressif. Et si je dois choisir entre les deux, je vais me ranger du côté de Themba Gorimbo. Pour ce combat, ça va aller assez vite, je vais pas vous mentir, j'attends pas trop ce combat. On a vu un Dominick Reyes qui revenait assez bien, c'est vrai, mais c'est pas vraiment des combattants où j'en attends grand chose, donc on va aller assez vite. D'un côté, Dominick Reyes, beaucoup d'expérience, beaucoup de fight IQ, c'est un striker qui va être très dangereux, surtout dans les tout premiers rounds du combat. Face à lui, Anthony Smith, c'est un combattant un peu passif, qui va attendre que vous veniez à lui. Il va vraiment... C'est un combattant passif, qui va un peu attendre son adversaire pour le contrer
et utiliser son bon grappling et son jeu au sol. Dans ce combat, c'est assez simple. Pour moi, soit Reyes va gagner dans la première moitié du combat par KO, soit Anthony Smith risque de gagner par soumission ou décision en prenant la fin de combat. En prenant cela en compte, et je pense qu'il y a aussi un petit peu d'affect qui joue, j'ai envie d'aller du côté de Dominic Reyes. Il était très bien dans son dernier combat, c'était contre Weidman je crois, j'ai un doute. Il était très très bien dans son dernier combat. Je le vois passer assez facilement Anthony Smith. Et maintenant, ouverture de la carte principale. Là, c'est des combats que j'attends beaucoup plus. Avant de passer à la carte principale, si vous aimez les vidéos analyses et pronostics, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit like, ça aidera beaucoup au développement de la chaîne. Et tout de suite, la carte principale. On va avoir un combat qui va faire des étincelles. Pour moi, je me mouille peut-être, mais c'est sûrement le Fight of the Night. On va avoir Nate Landwehr contre Du Ho Choi. Nate Landwehr, c'est un combattant qui adore aller à la guerre. Lui, ce qu'il aime, c'est la bagarre. Assez complet, il est assez efficace debout, assez efficace en lutte. Pour moi, son principal avantage, c'est d'être... En anglais, ils disent a dog. On va dire que c'est un guerrier. C'est un mec qui a un esprit de gladiateur et qui va baisser la tête, serrer les dents, aller au combat. Lui, il va vraiment chercher la bagarre et il a le cardio pour. Face à lui, Du Ho Choi, The Korean Superboy, c'est un combattant que j'affectionne beaucoup. Un combattant qui était extrêmement prometteur, qui avait mis des KO monstrueux. On le voyait déjà arriver au plus haut niveau. Il a été un petit peu stoppé, donc il est coréen, il a dû faire son service militaire. Il a dû avoir d'autres soucis parce qu'il a eu quand même beaucoup de pauses dans sa carrière. On l'a vu sur le dernier combat mettre un KO monumental sur Bellagio. C'est un striker qui est très technique, puissant, rapide. Lui, ce qu'il aime, c'est pouvoir prendre la distance, pouvoir viser et mettre son jeu tranquillement. Du coup, ça va quand même être une opposition de striker entre celui qui veut aller à la bagarre et celui qui veut poser le jeu. Assez difficile de pronostiquer le vainqueur. La plupart des pronostiqueurs et des codes de paris sont plutôt du côté de Landwehr. Je pense qu'il y a un peu de chauvinisme américain qui doit jouer aussi. Moi, j'ai envie de partir à contre-pied. J'ai envie de faire confiance à mon Korean Superboy et je vais aller du côté de Du Ho Choi. Je pense que Du Ho Choi va très clairement mettre sur les fesses Nate Landwehr dans le premier round. La question, c'est est-ce qu'il va réussir à capitaliser dessus? Je suis pas sûr, mais de toute façon, j'imagine que Du Ho Choi va réussir à mettre KO Nate Landwehr dans les 2 premiers rounds, comme on l'a vu mettre KO Bellagio. Je sens vraiment le retour du Korean Superboy. J'espère ne pas me tromper. Et on passe tout de suite au combat suivant. Vous allez le voir à mon visage, l'excitation va redescendre d'un coup. Brice Mitchell contre Kron Gracie. Je vais passer ce combat assez vite. Brice Mitchell, c'est un très bon combattant pour faire des takedowns, contrôler au sol. Il est pas mauvais en soumission sans être un prodige non plus. Face à lui, Kron Gracie, qui lui pour le coup est issu de la famille la plus connue du jiu-jitsu brésilien et on peut dire entre guillemets du MMA aussi. Malheureusement, malgré tout le respect que je leur dois, aujourd'hui les Gracie qui combattent en MMA c'est plus un running gag. Ils perdent très souvent.
mais il dispose d'un nom de famille qui a un prestige incommensurable. Du coup, ce combat, ça va être le combat du lutteur contre le prodige, le maître de Jiu-Jitsu. On a vu le dernier combat de Kron Gracie contre notre francophone Charles Jourdain. Le niveau était pas très haut. Alors, Charles Jourdain est un très bon striker. Moi, j'aime beaucoup ce combattant. Mais Kron Gracie était un peu ridicule en face. Je pense que Bryce Mitchell a largement les armes en striking pour inquiéter Kron Gracie. Il a largement les armes en lutte pour inquiéter Kron Gracie. Maintenant, le risque, c'est d'aller au sol avec Kron Gracie. Est-ce qu'il va oser le faire ? J'émets des doutes. Pour être tout à fait franc, j'émets des doutes sur le fight IQ de Bryce Mitchell. Je pense qu'il est un peu con, pour être tout à fait franc, que ça soit dans la cage ou hors de la cage. Donc j'espère qu'il va pas aller au sol avec un Gracie. Peut-être qu'il veut se prouver quelque chose, ça serait une aberration pour lui. On le voit dans les stats. Kron Gracie, il a 0,47 takedown par combat. L'emmène pas au sol et tu vas rien risquer presque. Donc je vais aller du côté de Bryce Mitchell. Mais encore une fois, la cote, j'ai vu la cote tout à l'heure, ça vaut pas du tout le coup, même dans un combiné. Et je peux pas faire confiance à Bryce Mitchell. Et on sait, les Gracie sont toujours capables d'une soumission sortie de nulle part en fin de combat. Je vais aller en pronostic sur Bryce Mitchell, mais si jamais vous faites des paris, je vous conseille de rester très très loin de ce combat-là. Et on va passer au combat suivant, un vrai combat intéressant. On a le retour de notre crack français, Ciryl Gane, le bon gamin. Je vais le présenter rapidement parce que j'imagine que tout le monde le connaît. C'est un striker prodigieux. C'est réellement un diamant brut au niveau du striking. Il a des déplacements, une variété de coups, une puissance et une certaine naïveté aussi dans les coups qu'il ose exécuter dans la cage, qui font, je dis pas ça de façon négative, une certaine naïveté, je dis ça plutôt de façon positive, c'est qu'en fait, il va lancer des coups qui sont totalement inattendus, qui peuvent le mettre dans des situations très délicates par la suite, mais on dirait qu'il pense pas au fait que ça puisse être dangereux, il lance le coup. Ce qui fait que c'est souvent des coups qui surprennent. On l'a vu, il a des lacunes, il a été exposé. Après, je fais pas du tout partie de ceux qui l'ont mis plus bactère suite à ces 2 défaites. Faut pas oublier qu'il a perdu, certes, 2 combats d'affilée, mais il a perdu contre Francis Ngannou qui est, à l'heure actuelle, je pense, un des hommes les plus terrifiants de la planète. Et John Jones, qui, à mes yeux, fait partie du top 3 des meilleurs combattants de MMA qui ont jamais foulé la terre, toutes catégories de poids confondues. Donc les défaites de Ciryl Gane sont certes l'ont vraiment exposé, mais je trouve pas qu'elle soit si honteuse que ça. J'espère juste qu'il va réussir à comprendre pourquoi il a perdu et en tirer les enseignements. Ce qui moi me fait peur un petit peu avec Ciryl, c'est plutôt son mental. Et quand je parle de mental, ça va être son approche du combat, son envie de performer, son envie de montrer des choses. Et ça me fait peur des 2 extrémités pour ce combat. D'un côté, j'ai peur qu'il soit pas assez motivé pour ce combat, mais d'un autre côté, j'ai peur qu'il soit trop motivé à vouloir montrer, à vouloir finir, et qu'il se mette en danger. Donc je me pose quand même beaucoup de questions sur son état mental et sur son approche du combat. Sur son talent, sur ses compétences en striking, je m'en fais aucun. Pour moi, en poids lourd,
en striking pur, il n'y a aucun combattant qui peut échanger debout avec lui de manière intense et prolongée. De toute façon, c'est simple. Là, Ciryl, au classement UFC, est 2e. Volkov est 3e. C'est clairement les places que les deux méritent. Ils sont, pour moi, dans le top 3, en excluant John Jones qui est champion. Ils sont, pour moi, dans les 3 meilleurs poids lourds de la planète. On va aussi exclure Francis qui est au PFL. Mais ils sont au moins dans les 3 meilleurs poids lourds de la division. Alexander Volkov, c'est un combattant russe qui est très complet. Surtout connu pour son striking. Assez compétent en striking, très posé. On l'a vu gagner contre Sergei Pavlovich, où personnellement je le voyais perdant. Il m'a donné tort, il a fait un très beau combat. On a vu qu'il a progressé sur son striking pur. Malheureusement, c'est une revanche d'un combat qui a déjà eu lieu. Et sur le combat qu'on a déjà vu, même si le combat est plus serré que le souvenir que j'en avais, ça reste quand même une très nette domination de Ciryl, où on a l'impression que Ciryl il force pas trop dans ce combat. Je pense que cette fois-ci ça va être beaucoup plus compliqué. Ça va être en 3 rounds, la dernière fois c'était un 5 rounds. Mais je suis pas sûr que Volkov ait progressé dans tout ce qui est lutte, tout ce qui est sol. Alors je pense que pour ce combat, il a dû se focus dessus. Mais on peut le voir dans les stats, takedown, il est à 0,45 par combat, précision 63%. Est-ce que ça va suffire pour emmener Ciryl au sol, le maintenir et réussir à grappiller les rounds? Je dois avouer que j'ai mes des doutes. On a vu un combattant qui devait lutter Ciryl en la personne de Sergei Spivak. Bon, malheureusement, pas suffisamment de niveau. Il y a très peu d'excellents lutteurs qui, je pense, peuvent inquiéter Ciryl en poids lourd, donc c'est compliqué de le tester avant de partir sur le gratin, sur un Aspinall, sur un Jones. Je suis curieux de voir ce qui va se passer avec Volkov, parce que Volkov est quand même grand, puissant, lourd, donc il a quand même une chance d'emmener Ciryl au sol. Maintenant, je suis chauvin, je pense que Ciryl a toutes les armes et a besoin de montrer à l'UFC qu'il est toujours là. Pour le pronostic, je vais partir sur une victoire par KO de Ciryl Gane, en me disant qu'il va chercher à prouver à l'UFC qu'il est toujours là. Ça peut tout à fait finir à la décision, ça reste que 3 rounds, Volkov il est extrêmement solide, donc je partirai sur victoire de Ciryl, et si jamais je dois donner une façon de finir, je dirais qu'il va réussir à le mettre KO, mais prendre avec des pincettes. Et on va passer tout de suite au co-main event de cette carte, un combat qui je pense fait saliver beaucoup de fans de MMA. On va avoir le droit à Ian Machado Garry contre Shavkat Rakhmonov. Shavkat Rakhmonov, c'est un combattant que j'adore. Il est extrêmement polyvalent. Il va être très dangereux debout, très dangereux en lutte, très dangereux au sol. Ce combattant a une capacité impressionnante à finir ses opposants. Sur ses 18 victoires, il a 16 victoires par finish. Son grappling d'élite et ses soumissions sont à mes yeux parmi les meilleurs de sa division à l'UFC. Mais debout, il peut être très dangereux aussi, très vicieux, très puissant. Face à lui, Ian Machado Garry, pour être tout à fait franc, c'est un combattant que j'aime pas du tout, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec lui, mais je dois reconnaître que c'est un bon combattant. C'est un très bon combattant qui gère bien sa carrière, qui est intelligent dans et en dehors de la cage. Maintenant, il hésite pas à faire un combat chiant s'il en a besoin. On l'a vu contre Michael Venom Page, il a pourri le combat pour gagner, il a réussi. Et je pense que ça va un peu être son objectif aussi face à Shavkat.
Il a avoué récemment que Shafkat l'avait soumis en sparring. Et je trouve ça assez étonnant pour lui d'accepter ce combat. Comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui gère très bien sa carrière, qui gère très bien les prises de risques. Et le fait qu'il accepte ce combat, à mon avis, cache un petit peu quelque chose. Alors je pense que dans tous les cas, celui qui va perdre son invincibilité ce soir n'aura pas vraiment à rougir. Parce que d'un côté, ça serait perdre contre Shavkat Rakhmonov, le monstre qui finit tout le monde, ou perdre contre Ian Gary, qui arrive à passer tout le monde aussi. Dans tous les cas, peu importe qui perdrait, je pense que c'est une défaite qui vieillirait très bien. Je vois ces deux combattants aller au plus haut niveau dans leur division et y rester un petit moment. Ian Gary, ses principales forces, ça va être de très bien utiliser son allonge, de très bien utiliser sa portée, ses déplacements, et de maintenir un rythme très élevé. Il va vraiment être capable de maintenir une grosse pression sur les 3 rounds, peut-être plus que Shavkat. On a vu des combats où, si le combat durait un peu trop longtemps, Shavkat commençait à s'essouffler. Ce qui l'empêche pas, en round 3, de mettre... c'était une soumission à Geoff Neal, mais on voit qu'il commence à respirer bouche ouverte. Donc je pense que le côté technique et le côté cardio vont plutôt aller du côté de Machado Gary. Par contre, le côté spectaculaire, le côté guerrier, celui qui va emballer le combat, celui qui va chercher à finir le combat, à mes yeux, c'est clairement Shavkat. Il va devoir emmener le combat au sol, essayer de contrôler Gary et le soumettre. Je pense que ça va vraiment être l'objectif de Shavkat, pendant que Gary va être beaucoup plus précautionneux. Il va faire attention à ses déplacements et attention à ne surtout pas se laisser cadrer par Shavkat. Je trouve que les cotes sont complètement disproportionnées. À mes yeux, pas faire durer le suspense, je pense que Shavkat va gagner, je le vois gagner ce combat, probablement par finish, mais je trouve que la cote de Ian Gary est extrêmement basse. J'ai beau ne pas l'aimer du tout, il faut pas le sous-estimer, c'est un combattant qui est très intelligent, et le fait qu'il accepte ce combat, à mes yeux, n'est pas si anodin que ça. Pour moi, il doit voir des pistes de victoire, il doit voir des opportunités qui font que... Cela dit, je vais me ranger du côté du monstre kazakh, l'homme qui finit tous ses combats, j'espère, parce que j'ai vraiment envie de voir Ian Gary inconscient dans la cage de l'UFC, j'espère que Shavkat va finir ce combat. Mais encore une fois, je suis pas sûr que ça soit un combat qui vaille le coup au niveau de la cote, parce que les bookmakers et je pense le grand public ont beaucoup trop surévalué Shavkat comparé à Ian Gary. Pour moi, on a vraiment l'affrontement entre les deux jeunes entre guillemets les plus méritants et les plus prometteurs dans cette division. Et je pense qu'on va les voir encore de nombreuses années. Et on passe au main event de la soirée. Main event qui fait office d'exception, car c'est le premier combat de Kai Asakura. Kai Asakura, combattant japonais, qui a déjà fait ses preuves, il a beaucoup tourné au Rising, dans d'autres organisations. Il a fait beaucoup de gros combats, de grosses guerres. C'est un combattant qui a acquis quand même une très grande renommée, surtout au Japon. Et c'est un marché que l'UFC cherche à conquérir. Du coup, ils lui ont donné un petit passe-droit au vu de son immense notoriété et des preuves qu'il a accomplies. Et c'est la première fois qu'un combattant fait son entrée à l'UFC en main event, et encore plus un combat pour une ceinture. Du coup, cet affrontement, ça va clairement être un duel d'opposition.
D'un côté, Alexandre Pantoja, je pense que c'est le plus connu des deux, le champion en titre, champion extrêmement dominant. C'est pas le champion que j'ai préféré dans cette division, mais il faut avouer qu'il est très très fort. Sa gestion du grappling et de la lutte font qu'une fois qu'il a mis la main sur son adversaire, c'est très compliqué de s'en défaire. Et surtout, c'est très compliqué de pas passer la suite du round bloqué contre la cage ou au sol. Pantoja, il a déjà écumé la division. Il a affronté tout le monde, il a battu tout le monde, et il avait besoin un petit peu de sang neuf. En général, dans ses combats, son jeu, c'est de mettre une pression constante et d'imposer sa lutte. Aussi simple que ça, mais on le sait, en général, ce qui est simple fonctionne très très bien. Asakura, complètement style opposé, c'est un striker. C'est un striker puissant, c'est un striker rapide, et c'est un striker extrêmement vicieux. En parlant de vice, il va falloir qu'il fasse attention. C'est peut-être aussi, moi, une des petites choses qui me fait peur pour Asakura, c'est que les règles au Rising ne sont pas les mêmes. Il y avait beaucoup de coups au Rising qui sont permis, notamment les coups de genoux et les coups de pied aux combattants au sol, qui sont pas permis à l'UFC. Et je me dis, dans un 5 rounds, premier 5 rounds à l'UFC, ça serait quand même dommage de perdre sur disqualification pour un coup de genou à la tête. Faut prendre ça avec des pincettes, faut faire attention. Je me dis que ça peut être dangereux pour lui, alors j'espère et je pense qu'il s'est préparé sérieusement et qu'il n'y aura pas de soucis. Mais une victoire sur disqualification de Pantoja serait peut-être un coup, le coup improbable à tenter. Enfin bref, lui c'est un striker d'élite. Il est vraiment connu pour des combinaisons extrêmement rapides, extrêmement puissantes et pour mettre des KO monstrueux. On sait que debout, Pantoja peut se faire toucher. Donc effectivement, je comprends les matchmakers de l'UFC, ça peut être intéressant comme fight. Maintenant, la variable qu'on n'a pas vraiment, c'est quel est le niveau de Kaya Sakura. On a vu Kaya Sakura sur une scène locale ou une petite scène internationale, c'est un excellent combattant. Maintenant, rejoindre l'UFC, c'est quand même quelque chose. Le niveau n'est pas du tout pareil dans les ligues locales, et même si on compare UFC, PFL, alors PFL, il faut quand même exclure certains combattants qui sont extrêmement talentueux, mais quand on compare la majorité du roster avec le roster du One aussi, l'UFC a quand même une grosse longueur d'avance. On l'a vu il y a pas longtemps, De Reader, qui était double champion au One avant qu'on lui prenne ses ceintures, qui était un double champion il y a pas très longtemps, a eu beaucoup de mal à passer un Gérard Merchert. Avec tout le respect que j'ai pour Gérard Merchert, c'est pas le top niveau de la division. Du coup, on voit qu'il y a quand même une grosse différence entre les deux organisations, même si moi c'est des organisations, le One, je suis un très grand fan, j'adore, faut pas les prendre à la légère, mais je me pose des questions sur le niveau d'Asakura. Je pense que s'il touche Pantoja debout, il peut le mettre KO, très clairement. On n'est jamais à l'abri d'un enchaînement surpuissant qui met Pantoja KO, mais dans ce combat, ça me paraît compliqué de donner Kaya Sakura vainqueur. Son premier combat à l'UFC. Il arrive directement main event. Alors il a l'habitude de combattre dans des foules extraordinaires, dans des stades. En Asie, les sports de combat, c'est une dinguerie. Thaïlande, Japon, tout ça, c'est monstrueux l'importance de ces sports. Mais là, c'est l'UFC, c'est un peu différent. Il va avoir le monde qu'il regarde et plus seulement l'Asie et les passionnés. Il va avoir face à lui un champion qui est extrêmement dominant, un champion qui a lavé sa catégorie, qui a plus vraiment d'opposants.
Et je pense que c'est quand même une sacrée marche qu'on lui demande de franchir d'un coup. J'aurais préféré qu'il fasse un ou deux combats avant d'aller à la ceinture. Je pense que l'UFC adorerait qu'Asakura gagne ce combat. Ça, leur ferait un Japon, ça leur ferait un champion japonais qui leur permettrait de faire un gros événement là-bas et de pouvoir s'implanter. Et 2, ça relancerait totalement la division, qui c'est vrai est un peu endormie depuis que Pantoja arrive à endormir tous ses adversaires, c'est le problème. Pour ce combat-là, je vais partir très clairement sur Alexandre Pantoja. Pour moi, je le vois très sûrement gagner ce combat par soumission ou décision. Je pense qu'il va gagner ce combat tranquillement, sans trop forcer. Même s'il faut pas du tout remettre en doute les compétences de Kaya Sakura, la marche sera trop haute pour lui. Et du coup, c'est fini pour cette carte de l'UFC 310. Pour rappeler un petit peu, on va dire mes favoris chouchous de la carte principale, ça va être Duo Choi. J'en attends beaucoup. J'espère sa victoire sur un gros KO qui va marquer les esprits. Je vais dire Cyril Gane, le bon gamin français. Un peu de chauvinisme, ça fait du bien. Je vais mettre Shavkat Rakhmonov, très intéressant, combattant que j'adore, monstre de finish. Et en dernier, Alexandre Pantoja, un combattant d'expérience, un champion dominant. Pour moi, dans la carte principale, c'est les 4 combats où je suis le plus sûr de moi. Après, comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de combats qui vont être difficiles à pronostiquer. Beaucoup de combats qui sont sur du 50-50, 60-40. Ça peut vraiment partir dans tous les sens. Je vous conseille de pas rater cette carte. Elle peut être explosive. Et moi, je vous souhaite une très belle carte de l'UFC. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner. Et on espère que les résultats seront encore au rendez-vous cette semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine.